Bienvenue sur EMI, le podcast Be My Media pour éduquer aux médias et à l'information. Alors que l'information n'a jamais été aussi accessible, s'informer n'a jamais été aussi complexe. Entre fausses informations, filtres technologiques et surabondance d'actualité, il n'est pas toujours facile d'y voir clair, pour les jeunes comme pour les adultes. C'est pourquoi nous vous proposons de décrypter, avec nos invités, les grands enjeux de l'éducation aux médias et à l'information. Mais aussi de partager avec vous les clés théoriques, méthodologiques et pratiques pour accompagner vos publics vers une pratique plus éclairée de l'information. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Je vais présenter, introduire en quelques mots, vraiment très bref d'introduction. Donc, les jeunes face à l'info entre journalistes et influenceurs. On a souhaité proposer ce thème pour pouvoir le préciser, pour pouvoir peut-être le déconstruire. On va voir tout cela avec Angèle dans quelques instants. Vous partagez une statistique qui a plus vocation à nous faire réagir tous ensemble qu'à nous apporter une première vérité qui nous vient d'un rapport de l'Arcom en 2022, selon lequel 80% des enseignants interrogés se disent préoccupés face aux connaissances et aux pratiques numériques de leurs élèves. Cette statistique, évidemment, elle nous a interpellés, elle nous interpelle encore. Et du coup, on s'est dit que c'était l'occasion aujourd'hui d'aller interroger finalement quelles étaient les connaissances, les pratiques numériques de vos élèves, de nos élèves, et savoir comment tous ensemble on peut accompagner leur développement. Donc sans plus attendre, je vais proposer à Angèle Stalder du coup de se présenter, dire aussi en préambule en toute transparence qu'on travaille avec Angèle et avec les équipes du laboratoire Helico depuis bientôt 2 ans dans le cadre d'un projet de recherche sur les pratiques informationnelles plutôt de public adulte, mais on est en train de développer ce partenariat, cette collaboration sur d'autres publics et d'autres sujets. Oui, alors merci pour cette invitation, Valérian. Alors, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et effectivement, je fais partie de l'unité de recherche Helico. Alors, Helico, ça veut dire Équipe lyonnaise de recherche en information et communication. Et notre partenariat, effectivement, c'est avec 2 autres collègues enseignants-chercheurs et docteurs en sciences de l'infocom. C'est Adrienne Staille et Noureddine. Alors, je vais quand même préciser d'où je parle. Parce que quand tu m'as proposé la thématique influenceur, voilà, mon premier réflexe a été de dire, et je ne suis pas une spécialiste des influenceurs. Alors, je les croise, les influenceurs, dans mes études. Moi, en fait, je m'intéresse plutôt aux pratiques informationnelles dans différentes sphères, les pratiques informationnelles des professionnels, les pratiques informationnelles ordinaires, celles qu'on a tous les jours, de recherche d'information, de traitement de l'information, et les pratiques informationnelles plus dans un cadre scolaire, donc celles des élèves. Voilà. Et effectivement, je croise les influenceurs parce que dans les pratiques de s'informer, de rechercher de l'info, ces publics-là suivent ou écoutent des influenceurs. Je les croise aussi dans un autre de mes objets d'étude qui est la médiation des savoirs. Voilà, comment les savoirs se fabriquent, comment ils se constituent et comment ils circulent d'une sphère à une autre. Et c'est vrai que je croise des influenceurs que moi je vais plutôt qualifier de vulgarisateurs ou de médiateurs. Ceci étant posé, je vais poser encore un autre élément. Là, il s'agit de s'interroger sur les influenceurs et les pratiques des jeunes quand ils s'informent. Alors, s'informer, ça veut dire quoi? L'information dont il est question, c'est laquelle? Et je voudrais quand même préciser que information, c'est un mot un peu trop générique et que il faut rentrer un peu dans la complexité. Moi, je crois que le mot-clé de nos échanges, ça va être la complexité, mais l'information, alors là, a priori, on va parler d'information actu. Mais il y a aussi l'information connaissance. Il y a aussi l'information divertissement, il y a l'information de service. Et en fait, et chacune a des définitions bien propres, des circuits de production, de diffusion, de circulation. Et en fait, les frontières entre ces natures d'information sont très poreuses. Une information connaissance, ou une information actu peut devenir une information connaissance, etc. Donc, dans nos échanges, je vais essayer de préciser à chaque fois de quel type d'information je parle, mais c'est une précision qui est quand même importante à porter. Après tous ces détours, je peux en venir à ta question qui est qu'est-ce qu'on connaît des pratiques informationnelles des jeunes? Ça fait quand même un certain temps qu'il y a des recherches sur effectivement comment les jeunes s'informent. Alors, on sait des choses, alors notamment à travers des sondages, là tu en as, ou des enquêtes,
mais qui ne sont pas faits par des chercheurs. C'est bien souvent des études quantitatives, c'est du déclaratif, où on met en avant les résultats les plus alarmants, effectivement. Donc là, moi, je reprends un autre exemple, un sondage pour la Croix en 2023 qui montre qu'une majorité des jeunes, par exemple, s'informent uniquement sur les réseaux sociaux. Et ça génère effectivement des inquiétudes. Je ne vais pas aller jusqu'aux paniques, mais des inquiétudes fortes chez les éducateurs, chez les parents. Sous-entendu que quand on s'informe sur les réseaux sociaux, on s'informe mal. Alors certes, ils s'informent sur les réseaux sociaux, mais voilà, dans le cadre de nos recherches, on va plus loin que cette déclaration de quand tu t'informes, comment tu fais? J'utilise les réseaux sociaux. Oui, mais tu fais quoi sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire, tu t'informes auprès de qui? Parce que sur les réseaux sociaux, on a des sources qui sont hyper variées. Et quand on les interroge vraiment en entretien, par exemple, ou quand on regarde comment ils font sur leur téléphone, parce qu'on les observe aussi, eh ben en fait, on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, il y a bien sûr leur communauté, mais ils suivent aussi des médias. Parce que tous les médias sont sur les réseaux sociaux. Donc en fait, c'est essentiel d'aller plus loin que ces sondages et sur du déclaratif pour aller non pas sur leurs usages, mais sur leurs pratiques. Et pratique, ça veut dire qu'il faut aller vers eux, il faut les observer et on est dans une approche compréhensive. Car quand vous vous informez, vous faites quoi exactement et vous faites comment et pourquoi vous faites comme ça. Moi, je vais citer une autre étude assez récente qui a été publiée en janvier 2024, qui a été conduite dans le cadre du CLEMI. Alors, je sais pas, je vais peut-être préciser ce que c'est que le CLEMI. C'est le centre de liaison, en fait, et d'éducation aux médias, qui est responsable dans le système éducatif de l'éducation aux médias, du premier degré, du second degré, et maintenant dans le supérieur, parce qu'il y a une déclinaison EMI dans le supérieur. Eh bien, dans cette étude, on va plus loin que je déclare que je m'informe avec un seul canal, parce qu'il faut distinguer le canal et la source. Dans cette enquête, donc publiée en 2024, conduite par 2 chercheurs, Sophie Géel et Jean-Marc Meunier, on montre que la télévision a aussi une grande place dans le mode d'information des jeunes. Donc déjà, voilà, on resitue la télévision dans leurs sources ou dans leurs canaux d'information. Et puis surtout, on va plus loin et on les interroge sur la façon de s'informer quand ils ont des doutes sur l'information. Et là, on voit, ou du moins cette étude, elle révèle des élèves, des jeunes, qui sont bien plus critiques par rapport à l'information que ne laissent l'entendre les sondages type La Croix, IFOP, etc. Et il y a d'autres types d'enquêtes qui nous en apprennent encore un peu plus. Alors là, je pense à des enquêtes plus longitudinales. Je vais citer Anne Cordier. Alors, je citerai souvent Anne Cordier, parce qu'en fait, Anne Cordier, c'est une chercheuse donc en sciences de l'information communication qui, dans une approche compréhensive, a suivi une cohorte. Alors, on parle que du suivi de sa cohorte, mais après, quand elle nous donne les résultats de sa recherche, elle a suivi à peu près plus de 300 jeunes allant de la primaire, parce qu'elle investigue aussi des terrains dans le premier degré. Et puis, cette cohorte qu'elle a suivie sur plus de 10 ans, collégiens, lycéens, maintenant adultes, étudiants ou professionnels. Et en fait, elle les a vraiment, vraiment interrogés sur leur façon de s'informer. Voilà, en les interrogeant, on voit aussi la place du web, la place du format vidéo dans leur pratique d'information. Mais ce qu'elle montre aussi, c'est qu'ils ont un regard critique par rapport à l'information. C'est pas uniquement des réceptacles qui regardent des vidéos les unes après les autres. Non, il y a une dimension active. Ce qu'elle voit aussi dans ses études, c'est qu'il y a une évolution. Parce que c'est quoi être jeune en fait ? Quand on dit les jeunes ne s'informent plus, en fait, jeune, c'est pas une catégorie homogène. Et elle, ce qu'elle met en avant dans cette étude longitudinale, c'est de voir comment le rapport à l'information et donc la démarche d'information va évoluer au fur et à mesure de l'expérience, de la scolarité, des sociabilités de ces élèves. Et d'ailleurs, l'étude du CLEMI que j'ai citée, conduite par Géel et Meunier, montre aussi que être jeune, c'est pas une catégorie homogène. Et que, en fait, eux, ils distinguent 3 profils, par exemple, dans les pratiques de vérification de l'information. Un profil qui va très loin dans une démarche, un profil qui va un peu moins loin et un profil un peu médian. Dans le profil qui s'attache vraiment à la cohérence du contenu par rapport à la source, bien souvent, on retrouve des jeunes qui sont plutôt scolarisés en lycée général, qui ont des parents de CSP favorisés, contrairement à ceux qui se contentent entre guillemets, parce que c'est quand même des pratiques qui existent et qui ont le mérite d'être déjà là, qui vont plus regarder du côté de la notoriété du média. On retrouve plutôt des lycéens dans des filières professionnelles, plutôt des catégories socio-professionnelles des parents qui sont ouvriers ou employés.
Et puis après, il y a d'autres disparités. Le genre, on n'a pas le même rapport à l'information selon qu'on soit une fille ou un garçon. Et puis, il y a d'autres disparités qui sont pas indiquées là dans ces études, mais qui existent dans d'autres études encore, je vais pas citer, mais la géographie aussi, les aires culturelles, selon qu'on soit en France métropolitaine ou en dehors de la France métropolitaine, on s'informe pas de la même façon. Donc en fait, les pratiques informationnelles des jeunes, en fait, ils s'informent. Ils s'informent avec un seul canal, voire deux, mais massivement via la vidéo et les réseaux sociaux. Oui, et alors ? Parce que quand on étudie, ils ont quand même un rapport critique à l'information. On est un petit peu condescendant, comme si c'était mieux avant, comme si avant le numérique, on savait mieux s'informer, comme si quand on n'avait qu'une chaîne de télévision, qu'une chaîne de radiodiffusion, la pluralité des sources qu'on leur reproche là, excusez-moi, mais c'était pire avant quand même. Donc il faut remettre les choses à leur place. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aider à développer des registres qui soient différents que ceux qu'ils ont développés dans une sphère un peu plus professionnelle. En effet, et c'est quelque chose qui nous challenge, nous, dans tous nos travaux et le développement de nos ressources pédagogiques chez Biomédia depuis le début, finalement, c'est face à cette immense hétérogénéité et complexité des pratiques informationnelles, en effet, des jeunes, et donc dans la diversité de ces pratiques, comment avoir une approche qui soit pas condescendante pour justement être efficace dans le geste pédagogique, dans le développement de ces autres registres de pratiques de l'information, comme tu le dis, et pour pouvoir, in fine, sur le terrain, de manière très, très concrète, finalement, amener la bonne activité, amener le bon apport de connaissances, la bonne mise en pratique au bon moment, pour pouvoir justement les faire évoluer. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, on a dans Le Point une analyse du premier baromètre de l'information des jeunes en France qui va être publié et qui met justement en avant tout ce que tu viens de dire, avec notamment dès lors qu'on place les jeunes dans un autre contexte, un autre registre de l'information, on voit qu'ils sont, dès le début presque, doués de curiosité et d'esprit critique, que c'est des grandes compétences essentielles qu'ils savent développer aussi. Et voilà, en tout cas, c'est des choses qui sont absolument passionnantes et dont il faut avoir conscience de la complexité, comme tu le dis, pour pouvoir aborder ces sujets. En fait, ne pas être condescendant avec eux, c'est aussi prendre en compte leurs pratiques déjà là, informelles, celles qu'ils n'ont pas développées à l'école, ne pas les ignorer, ne pas dire que ce ne sont pas des bonnes pratiques, parce qu'ils les utilisent dans des situations et elles sont efficaces, parce que s'ils les cultivent et ils les réactivent, c'est qu'elles sont efficaces par rapport à leurs besoins. À l'école, on doit considérer, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des pratiques informationnelles informelles, c'est-à-dire celles qui sont développées hors école. Voilà. Mais on ne doit pas les ignorer. Par contre, l'école ne doit pas les ignorer, mais doit les conduire vers des pratiques informationnelles autres. Voilà, toujours cette idée de développer différents registres. C'est comme la langue en fait. La langue qu'on parle entre amis, c'est pas la même que l'on parle avec ses parents, c'est pas la même que l'on parle à l'école, c'est pas la même que l'on parle quand on est professionnel. En fait, c'est ça l'idée. C'est vraiment de considérer que les pratiques informationnelles, c'est différents registres et que notre rôle d'éducateur, c'est de leur apporter les connaissances, les savoir-faire, les postures pour, dans une situation, savoir quel est le registre qu'il faut mobiliser. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. On va en venir, donc on a décortiqué un petit peu la première partie de notre thématique du jour, l'information des jeunes, et la deuxième partie, du coup, c'est entre journalistes et influenceurs, et là, on va s'attarder un petit peu plus spécifiquement sur ces deux termes, ces deux concepts, s'ils le recouvrent, et en posant la question, je donne une partie de la réponse, quelque chose de précis ou pas. C'est vrai que les grandes différences qu'on peut de prime abord faire sont les questions déontologiques, les questions réglementaires et légales, et des cadres finalement assez différents qui s'appliquent aujourd'hui. On a les questions évidemment éditoriales, la question du rapport qu'on peut tous entretenir vis-à-vis de ces producteurs de l'information. On a les questions des modèles économiques évidemment qui rentrent en jeu, qui sont différents, et ensuite effectivement aussi dans le rapport à la production et à la diffusion d'informations, une rapidité, des types de traitements qui sont là différents. Donc, voilà. Donc, seconde question, finalement, quelle différence on peut faire et comment on peut appréhender peut-être de manière un peu plus globale, objective et cohérente, finalement, ces grands concepts de journalistes et d'influenceurs. Là, c'est comme information, on doit vraiment préciser de quoi on parle. Derrière ce terme un peu générique, il y a une pluralité de réalités. Et finalement, la seule définition qui fasse consensus, c'est celle qu'il y a dans la loi de 2023 qui encadre l'activité d'influenceur. Alors, je vais peut-être citer quand même justement cette loi, la loi du 9 juin 2023, sur la nature de l'activité d'influence commerciale par voie électronique et des obligations afférentes à son exercice.
Donc, quand on parle d'influenceur, la seule définition stable sur laquelle on peut s'entendre, c'est celle-ci. Les personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, mobilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services, d'une cause quelconque. Là, on voit tout de suite quelle est la différence avec un journaliste, parce que dans les textes qui cadrent le journalisme, justement, notamment la charte de Munich, mais aussi l'autre texte en France qui cadre la charte des devoirs professionnels des journalistes, qui date de 1918, mais qui a été revu en 1938, revu récemment en 2011, on dit bien que le journaliste ne doit pas être payé ou avoir une quelconque influence de l'extérieur dans son métier. Alors, si je reviens sur les influenceurs, je suis allée voir s'il y avait déjà des formations, ou si c'était déjà reconnu comme un métier. Parce que là, dans la loi, on parle d'activité. Et alors, j'ai été surprise quand même de voir que sur l'ONICEP, il y avait déjà une fiche métier influenceur-influenceuse qui décrit, je vais lire aussi pour respecter vraiment à la lettre, l'influenceur ou l'influenceuse donne son avis sur de nombreux produits, il ou elle se met en scène et poste des vidéos sur les réseaux sociaux afin d'augmenter sa notoriété et de susciter des achats. Donc, on voit bien dans cette fiche ONICEP et d'ailleurs c'est précisé, le secteur d'activité de l'influenceur, il est fléché, marketing, publicité. Et encore une fois, quand on reprend les textes qui régissent l'activité de journaliste, on voit bien que c'est antinomique en fait. Et puis il y a des écoles aussi qui se développent où on apprend à être influenceur. Alors il y en a une qui avait fait un peu un buzz, un bad buzz en l'occurrence, ce qui est dommage quand même quand on veut former à l'influence. C'était Ambaza qui, il y a 2 ans, avait diffusé un clip en termes de contenu, on comprenait pas très bien quoi. Mais voilà, ça c'est une définition sur laquelle on peut s'arrêter. Je viens de dire une première différence avec le journalisme. N'empêche que parfois, on parle d'influenceurs dans le journalisme. Là, on va lui préférer un autre terme. On va plutôt parler de journaliste amateur. Le journalisme amateur, lui non plus, il n'est pas soumis à ces textes, parce que par définition, on l'oppose à journaliste professionnel. Donc, il n'a pas de carte de presse, même si on va le voir pour Hugo Décrypte, en fait, c'était le cas avant, mais maintenant, il a sa carte de presse parce que maintenant, il est journaliste. Et en fait, j'ai un collègue, plus spécifiquement Jérémy Nisset, quand j'étais à Tours, qui est enseignant-chercheur à l'EPJT de Tours, donc l'école publique de journalisme de Tours, qui, avec une de ses étudiantes, Lorenza Pensa, qui maintenant est journaliste à France TV Rome, qui a fait un passage par TF1, par France 24, ils ont étudié les youtubeurs actus. Voilà, donc des influenceurs, des journalistes amateurs sur YouTube. Et dans leur corpus, ils ont étudié plus particulièrement 6 chaînes. Ils ont voulu analyser la différence, justement, mais là, en termes de format, en termes de contenu, et pas en termes de cadrage de texte, qui normalise la profession, notamment Usul, notamment Hugo Décrypte. Et en fait, dans leur étude, ils ont perçu 2 types de journalistes amateurs qu'ils ont classés, qu'ils ont nommés comme ça. Les journalistes amateurs vulgarisateurs et les journalistes amateurs éditorialistes. Et ils ont essayé de voir quelle était la différence avec les reporters journalistes professionnels et puis les éditorialistes professionnels journalistes, en étudiant à la fois leur chaîne, donc d'un point de vue analyse de l'image, sémiologique, et puis en allant faire des entretiens avec eux. Alors bien sûr, on est sur du déclaratif, toutes les précautions qu'il faut avec le déclaratif. En fait, en termes de contenu, pour les journalistes amateurs vulgarisateurs, le contenu est très souvent basé sur les faits. Ils citent énormément leurs sources et d'ailleurs, ils travaillent beaucoup à partir de matières premières informationnelles produites par d'autres médias. Et en fait, en quelque sorte, ils en font la synthèse. Et ils en font un récit vulgarisé. Et les faits, donc, sont très présents. Ils ont comparé avec ce qui se fait par rapport au journalisme professionnel. En fait, tous les formats se retrouvent là. L'interview, le reportage. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'ils poussent au maximum les codes existants chez les journalistes professionnels. Et ils y ajoutent à ces codes aussi des codes de culture jeune et ludique.
Voilà. Et puis, essentiellement, c'est de la vidéo, bien sûr, parce qu'on est sur YouTube. Et puis, l'autre catégorie qu'ils ont analysée, c'est ce qu'ils ont appelé les youtubeurs éditorialistes. Et là, pareil, des grandes similitudes. Par contre, une plus grande liberté de ton. Alors, dans la catégorie, pour faire simple, parce que tout le monde les connaît, hein, Hugo Décrypte était plutôt dans la catégorie youtubeur actu vulgarisateur. Et Usul est plutôt du côté des youtubeurs éditorialistes. Quand on a comme ça des phénomènes, il faut vraiment savoir en quoi ils sont différents ou est-ce qu'il y a des similitudes. Et finalement, leur conclusion, c'est de dire que, alors ils ont du succès. Pourquoi est-ce qu'ils ont du succès auprès des jeunes? Parce que c'est un ton plus libre, c'est des vidéos, c'est plus dynamique. Il y a beaucoup d'interactivité avec leur communauté. Et c'est pour ça que ça fonctionne. C'est des formats qui sont très courts. Et on sait que les jeunes, comment ils s'informent bien souvent avec leur smartphone. La vidéo, c'est un format avec leur smartphone qui est idéal. Ils sont dans le bus, ils sont en mobilité. Voilà, en 1 minute, je sais tout de l'actualité. On m'a fait un résumé. Et en plus, on m'a parlé dans mon langage. Mais au final, il n'y a pas de si grande... Enfin, si, il y a des différences sur la forme, mais pas tant que ça sur le contenu. Et eux, ils replacent ça sur une longue histoire de l'évolution du journalisme. Et en disant, voilà, ces journalistes amateurs, ces journalistes actus sur YouTube, au final, ils participent de l'évolution du journalisme. Parce que c'est peut-être une question que tu vas me poser. Est-ce qu'il y a des porosités entre les journalistes professionnels et les journalistes amateurs? En fait, oui, il y en a. Parce que on voit des journalistes plus traditionnels, professionnels, hein, qui vont s'inspirer de ces vidéos courtes. Et à l'inverse, ces youtubeurs, en fait, ils partent pas de rien. C'est-à-dire que à la télévision, il y avait déjà des évolutions, il y avait déjà des émissions qui étaient un petit peu précurseurs, en fait. Et mes collègues citent par exemple les émissions de Carl Zero, où Carl Zero avait un ton un peu plus dynamique. Et voilà. Le troisième thème que je t'ai proposé, du coup, c'était celui de la confiance envers, en effet, l'ensemble finalement des producteurs d'informations, de contenu informationnel. Finalement, est-ce que les journalistes et les influenceurs ne sont pas aujourd'hui confrontés à la même crise de confiance? Quand on pose cette question assez basiquement, évidemment, on va penser on pense directement à cette question de la surcharge informationnelle. Évidemment, on pense aux questions du fonctionnement des réseaux sociaux, des plateformes. Face à tous ces enjeux, tous ces phénomènes, une forme de brouillard informationnel qui a pu se développer ou en tout cas s'épaissir un petit peu ces dernières années, même si c'est pas un phénomène qui est complètement nouveau. On pourra aussi y revenir. À qui accorder sa confiance, comment accorder sa confiance, et finalement on pose cette question des sources de l'information pour en revenir à la thématique du jour. Donc voilà, comment construire notre confiance à l'ère des réseaux sociaux, et on l'a vu de ces producteurs de contenu d'information qui sont multiples, divers et complémentaires. Alors, la question de la confiance, elle est essentielle. Et puis, d'abord, c'est pas parce qu'on donne sa confiance à un moment qu'on la donne pour tout le temps. Et ça, on verra dans la culture des sources dont on va parler plus tard. Ça, c'est quelque chose qui est important. Une source, elle va être fiable à un moment, dans une situation, mais pas forcément dans l'absolu et tout le temps. Voilà. Mais pour revenir sur la confiance, au sein de nos sociétés, c'est une question essentielle. Hein. On parle de baromètre de confiance des ménages pour la consommation, les marchés financiers pour qu'ils évoluent, il faut de la confiance. Et dans nos démocraties, la question de la confiance se pose. Et effectivement, il y aurait une espèce de perte de confiance dans les institutions. Alors là, je vais mobiliser plusieurs éléments. Deux sociologues dans des branches complètement différentes. Dominique Cardon, lui, il nous dépeint un contexte général, en fait, dans nos démocraties. Il nous dit il y a une triple revendication, en fait, de la part des individus, une triple revendication démocratique. Voilà, désormais, dans nos sociétés, on veut savoir, hein, c'est le droit de savoir, le droit de délibérer et le droit de décider. Et il nous dit avec un corollaire qui est le droit au doute. Voilà, on doute des institutions, on veut participer à cette vie démocratique. Là-dessus, on peut ajouter un élément, on veut délibérer, il faut bien des connaissances pour délibérer. Hein. Là-dessus, Gérald Bronner, qui est un autre sociologue, mais une autre branche de la sociologie, lui, il nous dit, là, avec Internet, on est face à un marché cognitif qui est en plein bouleversement. Le marché cognitif, donc, c'est tout ce qui est produit en termes de connaissances. Et en fait, dans ce marché, on a les produits de la connaissance qui sont produits et qui sont au même niveau sur le web, sur le marché cognitif, que des propositions intellectuelles qui sont élaborées avec des non-experts ou des experts amateurs. Et pour lui, ça pose problème parce que sur le marché cognitif, ce qui n'a pas été élaboré du côté des experts et des savants, je grossis schématiquement, mais c'est quand même ça, ça a un coût cognitif plus important. Et donc, lui, il est assez pessimiste en disant, dans le marché cognitif, les produits de la connaissance ne vont jamais gagner.
parce que ça demande plus d'efforts. Et à cela s'ajoute donc le paysage informationnel, surtout avec le web participatif, qui change tous les repères. On a désormais accès à de l'information qui n'est plus hiérarchisée. C'est dans ce paysage-là et dans ce contexte-là de triple revendication démocratique que nous et les élèves évoluent. Tu parlais de brouillard, mais c'est pas tellement du brouillard que voilà, une recomposition de notre cadre de vie, notre cadre de pensée. Bah là, il y a plus de repères en fait. Enfin, plus de repères. Nous les vieux. Parce qu'on pourrait dire oui, mais les digital natives, ils n'ont pas connu. Mais non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, l'ancien monde, il perdure encore. Il y a toujours des livres, il y a toujours de l'écrit. Donc, on est face comme ça à un accès à de l'information qui est plus hiérarchisé, qui recompose l'espace public. Tout le monde a le droit de délibérer, effectivement, à partir du moment où il y a une connexion, on publie, voilà, un réseau social, on participe au débat public. Et puis, il n'y a pas que ceux qui ont le pouvoir, comme avant, qui font autorité. Les sachants, ceux qui savent parler, ceux qui savent manier les discours, voilà. Et donc, on est face à tout ça, et effectivement, ça contribue à cette espèce de brouillard que tu dis, mais en fait, non, c'est juste que c'est nouveau. Et il faut apprendre à faire avec ces nouveaux repères. Comment on peut aider les jeunes à développer une culture de la source qui leur permette d'évaluer la fiabilité des informations? Comment développer cette culture de la source qui, pour nous, est vraiment finalement l'un des piliers absolument fondamentaux pour exercer son esprit critique et pour pouvoir développer ces différents registres de l'information? Oui, alors quand on s'intéresse un peu à l'EMI, mais aussi aux cultures de l'info, en fait, on se rend compte que la source, ça va être un concept phare, c'est-à-dire un concept principal où beaucoup de choses vont découler. Mais c'est essentiel, les sources. Alors, comment faire acquérir une culture de la source? Ça veut dire quoi, une culture de la source? Ça veut dire déconstruire une grande partie de nos idées reçues et puis de la façon dont on enseigne les sources aussi à l'école. Quand on dit, oui, il faut, pour que la source elle soit fiable, il faut des sources objectives et donc c'est des faits. Ah non, quand on a un fait, une dépêche AFP, c'est déjà de la subjectivité. À partir du moment où on choisit de faire d'une occurrence un fait, il y a un choix éditorial. Il faut comme ça être plus ambitieux et plus exigeant sur les définitions qu'on donne aux élèves. Je donne un autre exemple. On leur dit fiabilité des sources, il faut trouver le nom de l'auteur. Bon, très bien, on a trouvé le nom de l'auteur. Oui, and so what? Ah on va le qualifier. D'accord, on le qualifie, mais est-ce que ça suffit? Non, il faut aller encore plus loin. Je donne un exemple, le documentaire Hold Up, anti-vax, etc. Au générique, on a bien le nom de l'auteur, on a bien leur qualification. L'une d'elles, elle est chercheuse en génétique. Alors on peut se dire, waouh, là les sources c'est fiable, quoi. C'est quelqu'un qui fait autorité. Non, il faut aller plus loin, parce que quand on recherche sa crédibilité au sein de sa communauté de chercheurs, donc de sa discipline, en fait, elle est énormément remise en question. Quand on enseigne la source aux élèves, il faut vraiment aller en profondeur, il faut être exigeant. Il faut aussi prendre en compte la complexité de l'évaluation de l'information quand on a une source. Alexandre Serre, un chercheur avec qui j'ai pas mal travaillé et qui a rédigé un ouvrage de synthèse un peu sur comment évaluer l'information, et il insiste sur tous les facteurs qui rentrent en ligne de compte quand on est face à une source et qu'on doit l'évaluer. Facteurs culturels, les facteurs sociologiques, les facteurs de croyance en fait, le moment de sa vie, l'expérience qu'on a. C'est hyper complexe. Et l'essentiel, c'est de replacer vraiment la source dans toute sa chaîne de production. Une fois qu'on a dit le nom de l'auteur, la qualification, qu'on a vérifié la notoriété, il faut se poser encore d'autres questions. Mais qui a financé? Qui la finance? Et ensuite, c'est quoi l'intention de cette source? Est-ce que c'est pour m'apprendre des choses? Est-ce que c'est pour me faire faire quelque chose? Il faut vraiment faire de l'analyse de discours pour rentrer dans la connaissance fine de la source. Et quand on arrête son jugement sur une source, la fiabilité, c'est ce qui arrive à la fin de la démarche d'évaluation. C'est pas elle est fiable que si elle est de qualité, si elle est crédible, si elle est pertinente. Mais en fait, il faut bien considérer que cette fiabilité, elle vaut dans une situation et dans un temps qui est historiquement situé. Une même source, elle ne sera pas fiable dans un autre contexte, dans une autre situation. Ça fait partie aussi de la culture de la source. Il y a une autre idée là qui me vient tout de suite quand on dit aux élèves c'est un .gouv.fr, c'est bon, c'est une source gouvernementale, c'est bon, c'est fiable. Si on n'était pas en démocratie ou s'il y a un groupe qui arrive au pouvoir un petit peu moins démocrate, le .gouv.fr, je suis désolée, il faut le remettre en question. Donc en fait, il faut aussi rentrer dans le contenu. Et pour ça, il faut travailler l'intention, en fait, l'analyse de discours, la rhétorique, etc. On a une forme d'injonction à la vérification de
de l'information aujourd'hui. Matériellement, personne n'a le temps. Et nous, les premiers, de vérifier avec cette exigence l'ensemble des sources à partir desquelles on s'informe. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut apporter comme réponse aux jeunes et aux professionnels à leur contact? En fait, il y a des méthodes de vérification de l'information. Vous avez des méthodes qui sont des méthodes de professionnels, le fact-checking. Vous avez cette même méthode qui est appropriée par justement des amateurs qu'on va appeler des youtubeurs débunkers, qui développent aussi toute une démarche de vérification de l'information. Vous avez aussi des collectifs qui se rassemblent, des collectifs de citoyens, je pense à Captain Fact notamment, qui vont développer des démarches de vérification de l'information. Et quand on regarde toutes ces démarches, quand on les compare, alors leurs intentions sont différentes, mais il y a des choses quand même qui sont récurrentes, et notamment l'interrogation de la source. Qui est essentielle. Alors, on peut effectivement amener les étudiants à avoir ces démarches, les étudiants, les élèves, d'avoir ces démarches de vérification de l'information. Mais en faisant attention à ne pas considérer ces démarches comme des recettes, parce que bien souvent, comme c'est présenté, c'est par étapes, c'est des recettes, c'est des bonnes pratiques, c'est des automatismes qu'il faudrait acquérir, sauf que c'est oublié aussi que quand on recherche de l'information et quand on est face aux sources, l'émotion est aussi très importante. Nous sommes des êtres sociaux, pétris par nos expériences, par nos croyances, par notre savoir. Et en fait, quand on est face à de l'information, on ne réagit pas de la même façon. Voilà. Et toutes ces démarches ne prennent pas en compte l'émotion quand on s'informe. Or, c'est très important. Il y a une chercheuse que j'aime bien citer, qui s'appelle Nicole Boubé, qui avait fait une communication dans un congrès des professeurs documentalistes, La tête et le cœur, et qui disait à quel point l'émotion, quand on est face au fait de s'informer, quand on est jeune, l'émotion fait que ça va attirer notre attention, on fera plus attention sur l'information quand on a connu de l'émotion par rapport à une source, par exemple. Alors, du côté négatif ou positif. Mais attention, avec ces recettes, il y a un risque aussi. Ça veut dire qu'il y a des injonctions à vérifier. Et on les pousse à vérifier. Est-ce que nous, on vérifie tout le temps l'information à laquelle on est confronté? Non, parce qu'on fait confiance aussi à la confiance qu'on accorde à la source. Et puis, parce qu'il y a des situations qui ne se prêtent pas à la vérification de l'information, parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Face à cette injonction, on leur impose une démarche type recette. Mais attention, il y a des enquêtes là-dessus, c'est pas comme ça une idée qui est lancée en l'air. Ça peut être perçu par ces jeunes comme une doxa, comme un exercice scolaire, comme au tout début quand on faisait l'analyse des sites web, il faut vérifier le titre, la source, etc. Et ça peut être contre-productif. Il n'y a pas de solution miracle, mais je dirais que bien considérer que l'émotion, ça a un rôle énorme, qu'ils ont déjà des pratiques, qu'il faut les considérer, et que c'est pas parce que je dis tout ça qu'il n'y a pas des connaissances quand même à leur faire acquérir, que j'ai appelé culture de l'info. Il le dit, Bronner, c'est un coût cognitif. Évaluer l'information, c'est exigeant. À nous de les accompagner justement sur cette exigence. Parce que de toute façon, les étudiants dans le milieu professionnel, on va l'avoir, cette exigence. Et on l'a déjà dans la sphère académique. Donc, tout ce que je dis en disant ils ont de l'esprit critique, c'est pas vrai qu'ils s'informent sans se poser des questions, ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne doit pas les accompagner de façon structurée. Dans l'accompagnement qu'on peut leur proposer, en tout cas, le fait d'allier une partie de méthode et un socle de connaissances, notamment autour de ce sujet de la culture de la source, et un deuxième pilier dans l'approche qu'on peut avoir, la pédagogie qu'on peut déployer, vraiment axée sur la pratique, en prenant en compte leurs pratiques et en les accompagnant sur un temps long sur ces pratiques informationnelles. En tout cas, avoir cette approche globale, c'est ce qui peut permettre en tout cas de répondre à ces enjeux. Et je voulais rebondir, du coup, j'allais te poser la question du temps, et j'allais la doubler avec une seconde question qui est sur un rapport au temps, mais exprimé d'une autre manière, sur Inoxtag qui a récemment diffusé Kaizen, son désormais fameux documentaire sur l'ascension de l'Everest, qui en effet a eu un succès en termes de chiffres, qui a voir la présence dans les salles de cinéma et le nombre de vues sur YouTube qui est important, plus de 30 millions, mais qui dure 2h20. Donc effectivement, on évoquait un rapport au contenu informationnel avec des vidéos plutôt courtes au départ. Et là, ce que ça peut nous montrer, et je vais te laisser rebondir, c'est qu'effectivement, quand on parle de diversité et d'hétérogénéité des pratiques, effectivement, là aussi, il ne faut pas forcément les résumer qu'à des temps très courts d'information. Effectivement, on peut avoir des temps plus longs, même si ce n'est pas qu'un seul registre d'information d'actualité en l'occurrence. Pour moi, c'est corrélé à la question de tout ce qui circule comme idée et représentation des jeunes par rapport à l'information. Ce n'est pas fait pour les mettre en confiance et d'être dans des bonnes conditions pour apprendre à s'informer.
parce que ils arrivent à l'école, ils arrivent dans leur famille, ils arrivent voilà dans des milieux où il y a des milieux un peu condescendants. On dit ouais mais vous savez pas vous informer quoi. Vous pensez que vous informer c'est une vidéo d'1 minute. Ça met pas en confiance le jeune pour être en posture d'apprendre. Et le fait d'aller les voir, de les rencontrer et de voir justement l'hétérogénéité de leurs pratiques, de prendre en compte leurs pratiques informelles, ça peut les mettre aussi en posture d'éveil et d'écoute. Et qu'on soit aussi modeste et ambitieux par rapport à nous, éducateurs. On est plus exigeant pour eux qu'on ne l'est pour nous. Je voudrais insister aussi sur ces influenceurs, en fait. On les appelle amateurs, amateurs experts ou pro-amateurs. En fait, j'ai eu à expertiser un texte pour une revue qui était très, très intéressante sur la construction de savoir dans des communautés très précises. Par exemple, des parents dont les enfants étaient malades de maladies orphelines, hein, pour lesquelles les médecins n'avaient pas forcément de réponse. Hein. Et en fait, ils sont constitués en communauté et ils font des recherches d'enfer. Ils fabriquent des savoirs qui sont pas au même niveau que ceux des médecins, hein, mais qui sont quand même valables et ils le font partager à leur communauté. Donc là, comment on fait face à des sources comme ça ? Est-ce qu'on dit ah ben non, c'est pas des médecins, je vais pas lire cette information-là. C'est pour ça qu'il faut une culture de la source qui soit sur la chaîne de production, qui écrit quoi, quel contexte, mais qu'il faut aussi aller dans le contenu et qu'il faut toujours comparer par rapport au stock de connaissances sur un domaine. C'est ce qu'on appelle les savoirs expérientiels et tous ces influenceurs, enfin certains, hein, et notamment les vulgarisateurs, ils partagent un savoir. Alors parfois ils disent autodidacte, mais bon, moi je crois pas trop aux autodidactes, quoi, parce qu'à un moment on se colle toujours à des lieux d'éducation, quoi. Mais en tout cas, voilà, il faut après rentrer dans le contenu, et ça c'est aussi exigeant, quoi. Bon, et ces influenceurs, experts, vulgarisateurs, médiateurs, en fait, ils peuvent apporter des savoirs qui sont tout aussi légitimes, une autre légitimité que ceux qui sont fabriqués dans des sphères plus institutionnalisées. Il faut qu'on porte un autre regard sur c'est quoi un savoir, c'est quoi une connaissance qu'on peut partager. On a une question sur le concept de journalisme citoyen. C'est vrai qu'on a évoqué cette question du journalisme participatif. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ça fait partie de ce grand ensemble hein, de ce que dit Cardon, mais c'est le web participatif qui s'y prête. D'un seul coup, on a les moyens de participer au débat, de l'alimenter. Et vous avez des citoyens qui sont pas satisfaits d'une façon de média ou d'une façon de faire du journalisme et qui donc ont décidé de se constituer en collectif et de proposer une forme de journalisme qu'on appelle le journalisme participatif. Bon, alors le Bondi Blog, par exemple, hein, toute cette communauté, c'est un peu ça. Hein. Au départ, c'est assez ancien maintenant. Hein. C'est la volonté de dire, nous dans les médias, on se reconnaît pas. Nous de banlieue, nous jeunes d'une certaine catégorie sociale, de certaines origines. Donc on va fabriquer un média participatif qui est à notre image. Donc ça, c'est un type de journalisme qu'il faut apprendre aussi aux élèves. Derrière le journalisme, il y a différentes réalités. Voilà, ça c'est un journalisme qui correspond à un besoin dans la société et il faut pas le dénigrer, et il faut pas le mettre de côté et il faut pas considérer que c'est quelque chose auquel il faut pas se référer quand on apprend à s'informer avec les jeunes. Mais pour ce que c'est, qu'il faut leur expliquer comment ça fonctionne. J'avais envie de revenir sur un thème qu'on a abordé quand même là dans ces éléments de réponse, mais je sais que tu as des choses super intéressantes à nous partager, c'est le sujet du fact-checking. On parlait quand on a préparé en effet cette séquence. On a parlé de fact-checking, on a parlé de debunking, on parle là de différents types de journalistes, de différents types d'acteurs. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, nous faire le panorama rapidement de ce type de journalisme, parce que je pense qu'il est absolument intéressant, qu'il est essentiel de le prendre en compte dans nos pratiques pédagogiques pour pouvoir travailler ces questions de culture de la source et vérification d'informations notamment. Oui, alors je vais donner une autre référence pour le fact-checking qui a été particulièrement bien étudié, c'est ses travaux de thèse, par un autre collègue de l'EPJT, donc de l'École publique de journalisme de Tours, qui s'appelle Laurent Bigot, qui s'est donc intéressé au fact-checking en tant que genre journalistique nouveau, c'était son hypothèse de travail. Et puis en fait, il montre dans ses travaux comment le fact-checking, c'est ni plus ni moins du journalisme, mais renouvelé avec Internet. Donc les journalistes sont concurrencés justement par ces journalistes amateurs qui sont interpellés par leur communauté. Et le fact-checking, bien souvent, on interpelle le service de fact-checking. Tous les grands journaux, tous les grands médias ont leur service de fact-checking. Par le modèle économique aussi, parce qu'ils ont du mal à survivre. Donc, ils vont aller sur d'autres plateformes et sur d'autres formes pour gagner en audience. Et pour Laurent Bigot, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une identité de marque. Tout journal institué, grand média institué,
privé doit avoir son service de fact-checking. Et il décrypte en fait comment c'est un genre à part entière. La formulation, c'est toujours la même. Ça aussi, c'est intéressant à travailler avec les élèves et les étudiants. Comment sont formulées les réponses des fact-checkers? On a des citoyens qui ont décidé aussi de se lancer dans ce fact-checking, mais comme ils sont pas professionnels, on va pas appeler ça le fact-checking. Là, c'est un autre collègue, Florian Dauphin, qui est à Lille, qui a particulièrement étudié les youtubeurs débunkers. A priori, on pourrait se dire que c'est la même chose, ils vérifient l'information. Sauf que eux, ils veulent vraiment restituer de façon militante la vérité. Le journaliste, c'est pas la vérité, parce que la vérité, c'est un consensus à un moment, c'est trouver ce qui fait consensus, c'est nuancer des propos qui ont été tenus, alors que les débunkers, c'est on veut rétablir la vérité avec un côté très militant, donc un ton un peu différent, mais une façon de dérouler la démarche de vérification de l'information qui est un peu différente. Et puis, il y a les systèmes comme Captain Fact, où là, ce sont des plateformes où vraiment on fait appel à la communauté. Donc ça, c'est très intéressant de montrer aux élèves ou aux étudiants que la vérification de l'information, contrairement à ce que on peut entendre, c'est au cœur des préoccupations de professionnels, d'amateurs, influenceurs et de citoyens et des jeunes, parce qu'ils ont des pratiques de vérification. Avec un autre collègue de Tours, on a étudié les pratiques de vérification ordinaires sur Twitter X sur 2 ans en fait. À chaque fois qu'il y avait un événement, je passe sur le protocole et la méthodologie. Et en fait, ce qui revient très souvent dans les gestes de vérification, c'est tout ce qui est autour de la source, avec même très souvent un côté un peu humoristique de la remise en doute de la source. Avec le nez de Pinocchio ou un pipeau pour dire non, là ta source c'est pas possible. Donc c'est au cœur de préoccupations des jeunes, des professionnels, des amateurs. Voilà. Si on revient du coup à tout ce qu'on vient de se dire là depuis 1 heure finalement, on a un petit peu décortiqué et déconstruit la réalité des pratiques informationnelles des jeunes dans leur hétérogénéité, dans leur complexité. Ensuite on s'est interrogé sur ces concepts de journalistes et d'influenceurs dont on a vu là aussi qui recouvraient de l'hétérogénéité, de la complémentarité et finalement des réalités qui se complètent et dont il faut en tout cas connaître les codes aussi et les spécificités pour pouvoir les appréhender de la bonne manière avec les publics avec lesquels on travaille. Et puis on a eu cette dernière séquence où on s'est interrogé finalement sur peut-être les moyens d'action autour de cette question de la confiance, autour de cette question de la vérification d'informations et donc aussi de la culture de la source. 3 thèmes en tout cas autour desquels nous on travaille beaucoup à Biomedia. Donc, grand merci à toi, parce que je pense que la thématique était quand même assez ambitieuse et on l'a vu, était assez large. Et je suis très heureux en tout cas qu'on ait pu aussi déconstruire, apporter un autre regard et en tout cas analyser assez objectivement et avec tous ces apports du monde de la recherche que tu nous partages cette thématique. Donc, merci à toi, Angèle, et puis je te laisse ce plaisir du mot de la fin. Peut-être redire qu'il est essentiel. Oui, on voit qu'il y a des manques dans leur culture de l'info, qu'il y a peut-être des registres qui sont pas très développés en matière d'information, mais c'est notre rôle de les accompagner. Voilà, c'est un apprentissage comme un autre. Et il faut bien voir que pour que ces jeunes rentrent dans ces enseignements, encore une fois, il faut arrêter de les montrer du doigt parce qu'on n'est pas mieux qu'eux. Il faut les mettre en confiance, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être ambitieux et exigeant avec eux. Mais je tiens à dire quand même qu'ils évoluent dans un monde dans lequel nous sommes, et les pouvoirs publics, les décideurs publics sont aussi responsables. Quand on veut s'appuyer sur des influenceurs pour faire passer des messages sur les gestes barrières, McFly et Carlito, je vais pas m'étendre plus là-dessus. On utilise les influenceurs que par ailleurs on dénonce comme étant leur seule source d'information. Quand on est jeune, qu'est-ce qu'on comprend à ça en fait? Après, on nous dit oui, mais vous n'allez vous informer qu'auprès des influenceurs, vous confondez popularité et autorité. Sauf que toutes les plateformes sur lesquelles ils sont et qui ne sont pas régulées, elles sont basées sur des métriques de popularité. Voilà, il y a ce que l'éducateur fait, ce que les familles font aussi, parce que je vais m'arrêter sur quelque chose, une piste qui m'intéresse en ce moment et que je vais développer, c'est la coéducation. L'élève, c'est un être social, il a d'innombrables sphères de sociabilité dans lesquelles il va développer un rapport à l'information qui est différent, mais il faut à un moment le prendre dans sa globalité. Dans la famille, on discute aussi information. Les travaux d'Anne Cordier le montrent très bien. Eh bien, il faut que l'école parvienne à une forme de coéducation, de faire venir les familles à l'école, mais aussi d'aller dans les familles et que ensemble, on se mette à travailler cette question de l'éducation à l'information, mais avec les familles,
avec les partenaires, avec l'école. L'élève, il n'est pas que élève, il est enfant, il est ami, il est footballeur dans un club et il développe des rapports à l'information qui sont différents dans toutes ces situations. Et voilà, il faut prendre en compte ça, comme pour nous. Super, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci, belle journée, au revoir.